cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment il va Thomas Lécuyer? Ça va très très bien. Son festival s'est bien passé? Ça s'est très très bien passé. Le Blues Rules, 14e du nom. On est heureux mais fatigué, mais heureux. Très bien, oui c'est ça. Pas le blues, c'est la fatigue. Non, ouais, c'est le bonheur complet. Ouais. Bon, très bien. On va parler cinéma, 7e art, comme chaque mardi. Et attention, on va vous parler tout à l'heure de House of the Dragon, saison 2. Ça démarre le 17 juin prochain, uniquement sur Canal+. Je vous rappelle que l'avant-première a lieu ce soir à Millennium avec M le Média et Canal+, évidemment, et que nous sommes victimes de notre succès. On est obligé d'organiser 2 projections ce soir, mon cher Thomas. C'est une bonne nouvelle. S'il y a trop de monde, on peut envoyer un dragon, toujours. Voilà, c'est ça. Donc, tout à l'heure, émission spéciale autour de ce phénomène, parce que c'est un vrai phénomène, House of the Dragon. On va en parler d'ici quelques instants. Un spécialiste sur le plateau, il s'appelle Thomas Lécuyer, spécialiste de House of the Dragon. Oui. Moi, j'ai été fasciné par cette série, d'abord par Game of Thrones au début, qui est une des rares séries à avoir l'ampleur d'un film de cinéma. Donc on est vite rentré dedans. On en parle tout à l'heure. Mais avant cela, on va parler notamment des news cinéma et on va parler de Problemos. Oui, on commence les news avec une bonne nouvelle, puisqu'une des comédies françaises les plus réjouissantes de ces dernières années, le Problemos d'Éric Judor, sorti en 2017, aura une suite. C'est le réalisateur lui-même qui l'a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram. Alors pour mémoire, Philippe, Problemos a visé juste 3 ans avant le Covid en racontant les aventures d'une petite communauté de zadistes en lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et surtout, plus généralement, en lutte contre la société moderne, la grande Babylone qu'il faut abattre. Alors lorsqu'un beau matin, la barrière de CRS qui leur fait face a disparu, la communauté pense l'avoir emporté sur le monde moderne, mais en fait, pas du tout. À l'exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Alors cette comédie totalement décalée, totalement à part, un peu visionnaire, est incroyable, notamment grâce à son casting qui compte entre autres Blanche Gardin, Éric Judor, Monsieur Fraise ou Bounaïmin, et son humour noir ravageur en ont fait une comédie culte. On a hâte de voir la suite qui se profile à l'horizon, même si on ne sait pas encore qui sera au casting de cette suite annoncée par Éric Judor lui-même. Très bien, la plus précieuse des marchandises. Michel Hazanavicius, le réalisateur oscarisé de The Artist et d'OSS 117, se met au cinéma d'animation et son premier long-métrage animé vient d'être présenté au Festival du film d'Annecy. Le cinéaste, un diplômé de l'École nationale d'art de Paris-Cergy, dessine depuis sa jeunesse et a décidé d'adapter le roman de Jean-Claude Grimberg, La plus précieuse des marchandises. Alors l'histoire, Philippe, se déroule en Pologne au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans le train le conduisant lui et sa famille vers les camps de la mort, un homme décide de balancer par la fenêtre son nouveau-né pour lui donner un espoir d'être sauvé et de vivre. Le bébé sera recueilli par une bûcheronne qui va l'élever contre l'avis de son mari, gangréné par l'antisémitisme de l'époque. Il finira par devenir le plus grand défenseur de cet enfant en danger, alors que ses camarades de travail, qui sont mus par la haine du juif, décident de l'éliminer. C'est un film très très fort, un sujet très très fort aussi, alors même que l'antisémitisme n'a jamais été aussi présent dans nos sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça sortira en octobre sur les écrans. On parle des Beatles aussi ? Oui, un projet titanesque autour des Beatles, celui de Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty et Skyfall, prépare une quadrilogie, Philippe, rien que ça sur les Beatles. Il s'agit d'un projet phénoménal de 4 films, chacun d'eux racontant le point de vue d'un des membres du groupe. Donc il y aura le film sur John Lennon, le film sur McCartney, le film sur Ringo Starr, vous l'aurez compris. Le casting annoncé est impressionnant avec Harris Dickinson en John Lennon, Paul Mescal en Paul McCartney, Barry Keoghan en Ringo Starr et Charlie Hero en George Harrison. Alors pour rappel, Harris Dickinson s'est imposé récemment dans la Palme d'Or sans filtre. Paul Mescal n'arrête plus de faire parler de lui depuis Normal People et After Sun. Barry Keoghan, c'est le petit génie qui joue dans La mise à mort du cerf sacré et Saltburn. Et Charlie Hero, il est un petit peu moins connu que les autres, mais il a quand même été remarqué dans le Rocketman réalisé par Dexter Fletcher. Sam Mendes devrait démarrer son tournage en milieu d'année prochaine. Il y a donc de grandes chances pour que ces longs métrages débarquent en 2027 à raison d'un film par trimestre. L'année 2027 sera donc définitivement une année Beatles, comme cette année, puisqu'il y a eu la sortie du nouveau single, comme l'année d'avant, comme l'année d'avant-avant. Ouais. Bref, comme tous les ans, les Beatles continuent d'exister. Il faut attendre 2027. 2027. Très bien, merci. On passe au film que vous aurez l'occasion de retrouver dès demain dans les salles obscures, avec ce premier film que vous nous proposez.
Oui, on commence avec The Beauty of Flower, un documentaire brésilien primé au Festival de Cannes, présenté dans la sélection Un certain regard. Alors on est au cœur du Cerrado, la savane brésilienne, où vivent les Krao de tout temps en lutte pour sauver leur terre et leur liberté. Le film a été tourné durant 15 mois en symbiose avec cette tribu et il met en lumière les voix authentiques des autochtones qui deviennent les actrices et acteurs de leur propre film, entre documentaire et fiction. En décrivant les rites, la résilience et le combat de ce peuple, René Nader Messora et Joao Salavisa nous invitent à épouser une autre relation au monde et à la nature dans un film infiniment envoûtant. Et c'est à voir dès demain dans les cinémas. Et on termine avec Les Guetteurs. Oui, le premier film d'Ishana Night Shyamalan. Alors si ce nom vous dit quelque chose, Philippe, c'est parce que c'est la fille de M. Night Shyamalan, le célèbre réalisateur du Sixième Sens, d'Incassable ou encore du Village, qui reste un des films qui m'a fait le plus sursauter au cinéma. Ishana, donc la fille, sort son premier long métrage en tant que réalisatrice et comme son papa, elle aime les films qui font peur. Les Guetteurs, puisque c'est le nom de son premier film avec Dakota Fanning, c'est à découvrir dès demain au cinéma et ça nous raconte l'histoire de Mina, une jeune femme perdue dans une forêt qui trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Les guetteurs, ils ne peuvent pas être vus, mais eux regardent tout. Ah ah, ça a l'air pas mal. Très bien. Je pense que c'est bien. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le voir. Bon, c'est à voir. En tous les cas, dès demain, dans les salles obscures. Allez, on parle du titre de la semaine que vous avez choisi. Tiens, ça me fait penser aux Blues Brothers. Oui, exactement. Petit clin d'œil au festival Blues Rules qui s'est déroulé ce week-end avec Red Charles, incroyablement drôle, qui a la gâchette facile en gérant d'un magasin de musique. The singing is a thing tonight, but it's nothing you and me, baby. I would have shown you how to do it right. 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 Twist it, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. How it go, loop. Shake it out, baby. Here we go, lift it up. Bend over, let me see you shake your tail feather. Bend over, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Twist it, shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Here we go, loop de loop. Shake it up, baby. Here we go, lift it up. Bend over, let me see you shake your tail feather. Bend over, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on, let me see you shake your tail feather. Come on. Come on, baby. Come on. Yeah. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Le top flop de la semaine. Et on commence avec Gloria. Oui, Philippe, c'est mon coup de cœur de la semaine à l'Institut San Ignacio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles. Tout le monde s'agite en vue de la visite imminente du nouveau pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa est une jeune domestique silencieuse et solitaire et elle fait une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire. Un immense piano à queue, un piano forte, est caché dans la cave. Alors une sorte de société musicale clandestine se met en place, une sorte de cercle des poètes disparus, cercle des musiciennes disparues. Des orphelines vont s'allier à la domestique pour tenir tête à l'imbuvable prélat et prendre enfin leur destinée en main. Ce film est incroyable, j'ai adoré, c'est d'une énergie, d'une force, d'une beauté, d'une luminosité incroyable. Il est porté par un magnifique quintet de comédiennes avec à sa tête la talentueuse Galatea Bieluggi, déjà vue récemment dans Chien de la casse et la passion de Dodin Bouffant. C'est vraiment... On sort de là, on est réjouis. Il faut aller au cinéma pour prendre une tranche de bonheur, parce que si l'action se situe bel et bien au XVIIIe siècle, la bande originale du film, qui est composée par sa réalisatrice Margherita Vicario,
qui est une chanteuse très très connue en Italie, brise la temporalité et nous emporte jusqu'au XXe siècle. Il y a des morceaux électro, il y a des morceaux pop, il y a des morceaux classiques. C'est très très varié, la bande originale et les chansons que chantent ces orphelines et cette domestique. Et puis il y a une énergie autour de cette société de jeunes femmes, cette sororité des orphelines face à un patriarcat social et religieux totalement dépassé qui fait plaisir à voir. C'est vraiment un grand coup de cœur. Ça, c'était le top de la semaine. Il faut vraiment y aller. Maintenant, on va passer au flop. Avec Paradis Paris. Oui, Philippe, alors à l'inverse, grosse déception pour Paradis Paris, le nouveau film de Marianne Satrapi, connu et reconnu pour ses films d'animation et ses BD magnifiques, comme Persépolis ou Poulet aux prunes. Alors elle est passée à la réalisation en prise de vue réelle depuis quelques années, et ses films précédents, comme The Voices, totalement déjantés, ou le biopic sur Marie Curie, Radioactive, étaient des réussites. Elle revient avec Paradis Paris, un film choral et un casting démentiel. Monica Bellucci, Ben Aldridge, André Dussolier, Rossi de Palma, Roche Dizem, Alex Lutz. La réalisatrice va suivre le destin de plusieurs personnes qui n'ont rien à voir mais qui sont toutes confrontées à un rapport particulier avec la mort. Il y a un ado suicidaire, un cascadeur téméraire qui voit son fils avoir un accident, une célèbre cantatrice annoncée morte par erreur alors qu'elle est bel et bien vivante, un tueur en série, le célèbre animateur d'une émission d'enquête sordide, un cafetier inconsolable de la mort de sa femme, un apprenti thanatopracteur, ce sont ceux qui maquillent les morts, un policier. Bref, tout ce petit monde s'interroge sur la mort et conclut qu'en attendant, en attendant la mort, il faut mieux vivre du mieux qu'on peut plutôt que d'en avoir peur. Cela aurait pu être charmant si ça n'était pas d'une part complètement décousu, poseur et plein de pensées philosophiques instagrammables et totalement clichés, genre la mort c'est triste, alors autant vivre heureux. Bref, la mayonnaise ne prend pas du tout. Il y a un pari de pacotille où les situations sont souvent mal amenées, mal jouées ou carrément gênantes. Certaines prestations d'acteurs et d'actrices sont hyper mauvaises et franchement, rendre Monica Bellucci mauvaise à l'écran, c'est vraiment un challenge. Il est énervé ce matin. Je suis déçu. Oui, parce que je suis déçu. Ouais. C'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Et là, je trouve que c'est limite du foutage de gueule, en fait. Monica Bellucci est mauvaise. Alex Lutz, pareil, il tape à côté de son rôle. Et à l'inverse, il y a certains personnages qui sont réussis et qui sont totalement sous-exploités. Par exemple, Rossi de Palma, qui est incroyable, on la voit pas assez. André Dussolier ou Roche Dizem aussi. Bref, pour un film sur l'envie de vivre, face à l'inactualité de la mort, ça manque cruellement d'humour, de cynisme, de magie et de poésie. Bon, c'est dommage. Bon, on a compris. Voilà. Il est énervé, maintenant on a gagné. Merci Thomas Lécuyer. Ça, c'était le flop de la semaine, Paradis Blanc, mais si vous voulez le voir, ça sort demain. Alors bien sûr, donnez-nous votre avis aussi, et j'ai peut-être tort selon vous, qui nous écoutez, qui nous regardez. Non, mais voilà, c'est... Mais en tout cas, par contre, là, je suis sûr de quelque chose, Gloria, incroyable. Mardi Cinéma, avec Thomas Lécuyer. Et on parle ce matin dans Mardi Cinéma de la saison 2 de House of the Dragon à découvrir en exclusivité dès le 17 juin sur Canal+. Et cette soirée exceptionnelle qui vous attend ce soir, qui se profile pour cette occasion, les avant-premières, ça se passe à Millennium, avec la projection en avant-première donc, et en Dolby Atmos du premier épisode de cette saison 2, très attendue. Rendez-vous aussi avec les news ciné qu'on a eu tout à l'heure, et on va en parler justement de ce House of the Dragon saison 2, mon cher Thomas Lécuyer. Vous êtes apparemment un spécialiste de cette série, vous avez pas loupé un épisode. Oui, c'est alors pas de la saison 2 puisqu'elle n'est pas encore sortie. House of the Dragon, c'est une série préquelle qui se concentre sur la dynastie Targaryen, une dynastie de mythes, de folie, d'inceste et de cheveux d'argent dans la série originale Game of Thrones et dans la série de livres Song of Ice and Fire, la puissante maison Targaryen s'est pratiquement éteinte à la suite d'un régicide, un résultat de comportement dégénéré dû à des générations de consanguinité. Daenerys, la fameuse Daenerys, est l'une des rares qui subsiste à l'époque de Game of Thrones, mais l'action de House of the Dragon, écoutez bien Philippe, parce que il y aura peut-être un quiz après, se situe 2 siècles avant Game of Thrones, lorsque les Targaryens sont au pouvoir et sont sur le point d'entrer dans une guerre de succession aussi cruelle qu'enflammée, connue sous le nom poétique de Danse des Dragons. D'accord, bon, ok. Alors là, forcément, on peut se poser la question, est-ce que c'est inspiré de faits réels ?
Alors, en fait, l'auteur des romans adaptés par HBO pour créer Game of Thrones s'est inspiré, donc il s'appelle George R.R. Martin, il s'est inspiré de la guerre civile anglaise du XIIe siècle pour créer l'intrigue de la Maison du Dragon. Il s'est particulièrement intéressé à la bataille pour le trône qui a opposé Mathilda, la fille du roi Henri Ier, à son cousin Stéphane. Alors, la saison 2 a été validée quelques jours seulement après le début de la saison 1. Oui, dans les 5 jours qui ont suivi sa diffusion, House of the Dragon a rassemblé 20 millions de téléspectateurs. Il n'est donc pas étonnant que HBO les renouvelait presque immédiatement. C'est un record absolu pour la chaîne, 20 millions de spectateurs en 5 jours seulement. Le fameux trône de fer a été redessiné pour cette nouvelle série, apparemment. Oui, tout le monde a au moins vu une fois dans sa vie les fameux trônes de fer de Game of Thrones. Si le siège emblématique vous semble différent dans House of the Dragon, c'est qu'il y a une raison. Pour mieux correspondre à la description du trône dans les romans de George R.R. Martin, le nouvel accessoire a été conçu pour être beaucoup plus grand et totalement asymétrique, ce qui correspond à la description du roman original. Alors, vous savez que le trône sera là ce soir pour les avant-premières du film. On aura le trône. Est-ce qu'on pourra s'asseoir dessus ? Oui, vous pourrez vous asseoir dessus et faire des photos, même en souvenir. Donc ça va se passer ce soir, le trône sera là. Voilà. Dans la salle de cinéma incroyable du Millennium. C'est ça. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, des nouvelles langues ont été créées pour l'univers de cette série, justement. Oui, c'est l'acteur Matt Smith qui a expliqué à GQ qu'il s'agissait d'un mélange de latin et d'arabe. Il avait un peu peur au début. Il expliquait, lorsque j'ai vu ces dialogues comme ça, avec ces grandes scènes dans cette langue, je me suis dit ça allait être très très pénible. En fait, l'acteur, comme l'ensemble du casting, a vraiment apprécié de pouvoir jouer dans une langue originelle. Selon lui, ça fait ressortir un côté plus naturel et plus authentique à la personnalité de son personnage. Et effectivement, Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, avait lui aussi créé de nouvelles langues. Les dragons ne mangent que de la viande cuite, c'est vrai ? Oui, effectivement, tous les dragons de l'univers fantastique de George R.R. Martin sont évidemment carnivores, mais contrairement à tous les animaux carnivores du monde réel, les dragons ne mangent pas de viande crue. En fait, ils possèdent, comme vous le savez, puisque ça se voit à l'écran, un système de combustion interne qui leur permet de cracher du feu. Et du coup, ils en profitent pleinement et rien ne vaut mieux qu'une viande grillée bien juteuse qu'on immole soi-même de son souffle entre ses griffes. Alors les dragons, ils mangent de tout, ils sont omnicarnivores, ils mangent des humains, des poissons, du bétail, toute forme de protéines qu'ils peuvent trouver dans le monde. Et on raconte même dans Westeros que certains dragons, après avoir tué et mangé des chevaliers ennemis, gobaient leurs chevaux en une seule bouchée. Mais non. Mais non. Vous imaginez la taille du bestiau ? Oui, quand même. Vous savez ce que c'est le comble pour un dragon, Thomas Lécuyer ? Non. C'est d'avoir le feu au cul, non, c'est pas ça. C'est bien. C'est de ne pas oser déclarer sa flamme. Elle est bonne. Je prends les deux. Ouais. Vous auriez pu buzzer quand même. Oui. Non mais moi, je préfère buzzer le soir. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'or pour en manger. Allez, on va passer à un quiz. Vous avez organisé un petit quiz. Oui, alors... Vous avez testé mes connaissances sur House of the Dragon, c'est ça ? J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit ce matin. Alors, j'ai écouté ce que vous avez dit. Je ne sais pas si j'ai tout retenu, mais en tous les cas, c'est l'examen. C'est maintenant ou jamais qu'on va le savoir. Parce que la plupart des réponses, je les ai dites il y a quelques minutes, Philippe. Alors, on va voir. Top, vous avez un petit buzz, justement, si vous voulez buzzer. Ouais. Alors, Philippe Stark. Est-ce que Philippe Stark est le père de Sansa et d'Arya Stark de la maison Stark dans Game of Thrones, ou alors un célèbre designer et architecte français qui fait des chaises et des toilettes notamment? Je dirais designer. Bravo. Pas mal. Ouais, pas mal. J'ai écouté. Ouais, vous avez écouté. Bravo. Ouais. Bravo. Une autre question? Un point. Ah oui, alors à quelle époque se situe l'action de House of the Dragon par rapport à Game of Thrones? Ça, je l'ai dit. Je sais pas, je dirais, je crois que c'est avant, mais je me rappelle plus. Ouais. C'est 200 ans avant Game of Thrones, 2 siècles avant Game of Thrones. Ça vous fait un point. Question suivante, Philippe. Dans House of the Dragon, alors c'est une question de culture générale, là. Il faut pas... D'accord. Oui, alors... Les dragons sont plutôt pas commodes et effrayants dans House of the Dragon. Est-ce que vous arrivez, Philippe, à me citer le nom d'un gentil dragon dans n'importe quel film ou série dont vous vous souvenez? Parce qu'il y a aussi des gentils dragons dans la pop culture. Un dragon sympa.
Mignon. Non, je vois pas. Non Je vois pas. Il y en a plein. Donnez-moi un exemple. Il y a Mouchou dans Moulin, il y a Croque-Mou dans le dessin animé Dragon, il y a Ah oui. la dragonne de Shrek, il y a Elliot dans Peter et Elliot le dragon de Disney. Oui, Il y a évidemment. Draco dans le Oui. fameux Cœur de Dragon que j'ai adoré plus jeune. Oui. Il y en avait plein. Parce que ceux de House of the Vous auriez parlé des licornes, je m'y connais un peu plus parce que ma fille Tiens. regardait plein de trucs avec les licornes. Oui, les dragons, c'est plus Les compliqué. dragons, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que dans House of the Dragon, ils sont quand même bien flippants. Hein. Je veux dire, on n'a pas envie de faire un câlin aux bestiaux, alors que dans ceux que je viens de citer, Ils sont plus sympas. Ouais, ils sont plus Ouais, ils sont plus sympas. Ouais, moi, Ok. j'aime bien Mouchou. Bon, pour le moment, le quiz, je suis assez nul. Il y a d'autres questions? C'est José Garcia qui faisait la voix de Mouchou Oui, c'est juste. dans Mulan. Oui, il y a d'autres questions pour vous rattraper. Pour l'instant, sur 3 points, vous en avez marqué un seul. Alors, on va voir. Comme Game of Thrones, House of the Dragon est inspiré de l'œuvre de l'écrivain George R.R. Martin, alors que veulent dire les lettres R et R, Philippe? Raymond Richard. Oui, bravo. C'est ça Bravo. Ouais, Ah ouais, vous êtes allé voir sur Wikipédia juste avant, non? Non, pas du tout. Même pas? Ah non, je savais pas la question que vous alliez me poser. Voilà. C'est ça, 2 points, 2 points sur 4. Bravo, vous avez la moyenne, on continue, il reste encore 2 questions. Ouais. Combien de spectateurs ont vu le premier épisode de la première saison de House of the Dragon? Alors ça, je sais, parce que c'est un vrai carton sur HBO. Je crois que c'est passé 10 millions, hein, c'est ça? Passé 10 millions, exactement, 10 millions, un petit peu plus que 10 millions, un nombre si grand, Philippe, que ça avait fait planter les serveurs de HBO à l'époque. Ouais. Ouais. Donc, ben, une si grande audience que ça c'est fait ça. planter les serveurs. Et c'est en corrélation avec ce qui se passe ce soir, puisqu'on a dû organiser une deuxième avant-première, parce qu'on est un peu victime de notre succès. C'est formidable, ça, Ouais, quand c'est même. formidable. C'est incroyable l'engouement qu'il y a autour de ce phénomène. Une Eh ben, dernière ça pour vous la fait route 3 points sur 5, une dernière pour la route. Combien de dragons la maison Targaryen contrôle-t-elle au début de la série House of the Dragon? Je dirais 9. Non, presque, c'est 10 Ah. dragons adultes, et je vous raconte pas la galère pour les croquettes, du coup, parce que quand on a 10 dragons adultes Ils bouffent de la à viande, surveiller, ils bouffent pas de croquettes, ils bouffent de la viande cuite. Oui, et vous savez que tant qu'un dragon, d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie du petit manuel des dragons de House of the Dragon, tant qu'un dragon est nourri et en liberté, il continue à grandir. Ouais. Si vous mettez un dragon en captivité, il s'arrêtera de grandir. Voilà, c'est une petite astuce pour toutes celles et tous ceux qui ont envie d'élever un dragon chez eux. Alors, je savais que vous étiez un spécialiste du blues, mais je savais pas que vous étiez un spécialiste des dragons. Voilà. Alors, c'est bien, on apprend plein de choses. Quoi qu'il en soit, l'avant-première. Pour c'est les ce deux, il faut soir. avoir le feu sacré. Ouais, bravo, vous êtes tout enflammé aujourd'hui. Pour en savoir plus, et puis je vous rappelle que l'avant-première, c'est ce soir, pour le premier épisode de cette saison 2, je vais y arriver. Ça se passe donc au Millennium avec ces 2 avant-premières. Et le siège, le fameux trône, pas le siège, le fameux trône. Trône de fer. Le trône de fer sera là aussi. Et voilà, vous êtes peut-être parmi les nombreux gagnants. On a hâte de pouvoir retrouver. C'est très attendu, ça, quand même. Oui, la série sort donc le 17 juin en exclusivité sur Canal+ Suisse. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'une semaine avant, vous allez pouvoir découvrir le premier épisode. Ouais. Comment vous expliquez ce phénomène autour de Game of Thrones, House of the Dragon? Qu'est-ce qui se passe Je crois autour de... qu'à l'origine, Game of Thrones, il y a quand même tous les codes, ça a révolutionné les codes de la série télé, la manière d'écrire cette série, qui parle à un public très très nombreux, c'est-à-dire les amateurs de fantasy, les amateurs de séries historiques, les amateurs de grandes dynasties, ça plaît à beaucoup de monde, et puis la qualité de la réalisation de cette série est incroyable. C'est une des meilleures séries qui a été jamais réalisée, à tel point qu'on se demande si ça vaut la peine un jour, et je pense pas que ce sera le cas, qu'il y ait une adaptation cinéma. En fait, c'est grandiose comme un film de cinéma. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est pour ça que ça a eu autant de succès. Incroyable, effectivement. Donc à partir du 17 juin, uniquement sur Canal+, et puis pour les chanceux, c'est ce soir pour le premier épisode en Dolby Atmos au Millennium dans des conditions incroyables. Merci beaucoup Thomas Lécuyer pour ce cours de dragon accéléré. La semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevrons l'un des plus grands cinéastes contemporains, l'immense Stephen Frears, qui était invité de la 20e édition du festival Plume et Pellicule à Sierre, qui s'est terminé la semaine dernière, et avec qui nous reviendrons sur sa longue carrière et sur ses projets, car Stephen Frears, 82 ans, continue à tourner des films. In the